Le chef Apache se tenait devant la maison délabrée de Thomas Whitfield, le visage buriné aussi impassible que la pierre. Derrière lui, 40 guerriers restaient immobiles, sur leurs chevaux peints, leur silence plus effrayant que n'importe quel cri de guerre. Le fusil de Thomas gisait dans la poussière, inutile, là où il l'avait forcé à le laisser tomber. « Tu as touché à mes filles », dit le chef lance brisé, sa voix résonnant dans la cour poussiéreuse comme un tonnerre avant l'orage. Thomas déglutit avec difficulté. Il avait sauvé ses femmes, il avait fait ce qui était juste. Alors pourquoi avait-il l'impression qu'il allait mourir pour cela? Ce que le chef dit ensuite allait changer non seulement la vie de Thomas, mais aussi l'avenir de tout le territoire de l'Arizona. Tout avait commencé 3 jours plus tôt, en octobre 1873, à Prescott Valley. Territoire de l'Arizona, le soleil du matin glissait au-dessus des montagnes Bradshaw, comme du miel renversé, peignant le sol désertique de teintes d'ambre et de rouille. Thomas Whitfield se tenait sur son porche affaissé, une tasse en étain de café amer refroidissant entre ses mains calleuses, regardant la lumière transformer son ranch misérable en quelque chose d'à peine beau. À peine, les poteaux de la clôture s'appuyaient les uns contre les autres comme des ivrognes. Le toit de la grange avait un trou de la taille d'une roue de charrette. Ces 3 dernières vaches broutaient sans entrain près du lit asséché du ruisseau, leurs côtes saillantes visibles à travers leur peau comme des accusations muettes. Le puits était presque à sec depuis 2 mois, et les pluies d'été n'étaient jamais arrivées. Un vent chaud soulevait la poussière, portant avec lui l'odeur de l'armoise et autre chose, une odeur métallique que Thomas n'arrivait pas à identifier. Il plissa les yeux vers l'horizon à l'est, où la terre montait en collines rocheuses. Rien ne bougeait, à part un vautour solitaire tournoyant paresseusement dans les courants thermiques. Thomas avait 34 ans, mais le territoire l'avait vieilli bien au-delà de son âge. Des rides profondes s'étendaient de ses yeux à sa mâchoire. Ses cheveux bruns grisonnaient déjà sur les tempes, et ses mains, des mains qui autrefois rêvaient de tenir des livres de droit en Pennsylvanie, étaient désormais rugueuses comme du vieux cuir, tachées à jamais par la terre rouge de l'Arizona. Il vida les dernières gouttes de café et posa la tasse sur la rambarde du porche. Le bois gémit sous ce poids pourtant léger. « Encore une belle journée au paradis », marmonna-t-il pour lui-même. Sa jument grise, Patience, hennit depuis l'enclos comme pour lui répondre. Elle était la seule créature sur cette terre qui semblait encore le comprendre. Thomas venait de se tourner pour rentrer quand il l'entendit, un son qui n'avait rien à faire là. Un cri de femme, lointain mais sans équivoque, déchirant le calme du matin comme un couteau fend une toile. Il se figea. Le cri retentit à nouveau, suivi de rires d'hommes, des rires rauques, du genre qui annonçaient des ennuis. Thomas baissa les yeux vers ses mains vides, puis regarda vers le fusil accroché au-dessus de la cheminée. Il pensa aux raids Apaches qui avaient ravagé la vallée tout l'été. Il pensa aux avertissements du fort Whipple de rester près de chez soi. Il pensa que cela ne le regardait pas, que se mêler des problèmes des autres était exactement ce qui avait ruiné sa vie à l'Est. Puis un 3e cri retentit, brusquement interrompu, comme si quelqu'un avait mis la main sur la bouche de la femme. Thomas Whitfield avait fait beaucoup de mauvais choix dans sa vie, mais tourner le dos à quelqu'un dans le besoin n'en ferait pas partie. Il attrapa son fusil. Thomas Whitfield n'avait pas toujours été un éleveur raté au milieu de nulle part. 7 ans plus tôt, il était Thomas Whitfield, Esquire, un jeune avocat prometteur à Philadelphie, fiancé à la fille d'un sénateur d'État, destiné à une vie de confort et de relations politiques. Son avenir était si brillant qu'il en devenait éblouissant. Puis il avait commis l'erreur d'accepter une affaire que personne d'autre ne voulait. Un propriétaire d'usine faisait travailler des enfants jusqu'à la mort dans ses filatures, littéralement. 3 étaient morts en 6 mois, leurs petits corps happés par des machines qui n'auraient jamais dû fonctionner sans protections adéquates. Les familles n'avaient ni argent, ni pouvoir, ni voix. Thomas leur en donna une. Il gagna les procès. Le propriétaire fut condamné à verser des dommages. Des réformes furent exigées. Thomas devint brièvement un héros pour la classe ouvrière de Philadelphie.
Puis les amis du propriétaire, des hommes siégeant dans les conseils d'administration des banques, des hommes contrôlant les contrats d'expédition, des hommes chuchotant à l'oreille des juges, s'assurèrent que Thomas Whitfield ne puisse plus jamais exercer le droit. Ses fiançailles furent rompues. Sa famille, honteuse du scandale, cessa de répondre à ses lettres. Son nom devint synonyme d'ennui. Alors Thomas avait fait ce que font les hommes désespérés depuis la fondation de la République. Il était parti vers l'ouest. Il avait acheté cette terre avec le reste de ses économies, se convainquant qu'il pouvait recommencer à zéro, construire quelque chose d'honnête de ses propres mains. C'était il y a 4 ans. Depuis, la terre le combattait chaque jour. Mais sous son apparence burinée par le soleil, l'avocat existait encore. Cet homme incapable de détourner les yeux de l'injustice. Celui qui croyait encore, malgré tout, que faire ce qui est juste comptait, même si cela n'apportait que souffrance. C'est cet homme-là qui avait scellé patience et était parti en direction des cris. Thomas connaissait les Comancheros comme tout le monde, dans le territoire connaissait les Crotales. On apprenait à reconnaître les signes, et on les évitait. C'étaient des trafiquants, techniquement. Des hommes qui commerçaient avec les tribus Comanches et Apaches, échangeant whisky, fusils et munitions contre chevaux, bétail et captifs. Les captifs étaient le pire, surtout des femmes et des enfants, enlevés lors de raids et vendus de l'autre côté de la frontière, au Mexique, où ils disparaissaient dans une vie dont on ne parlait jamais dans les salons convenables. L'armée tentait depuis des années de mettre fin au commerce des Comancheros. Elle avait eu à peu près autant de succès que Thomas à faire pousser ses récoltes. Ce que Thomas ignorait et ce qu'il allait bientôt découvrir, c'est qu'il se dirigeait droit vers 4 des Comancheros les plus dangereux du territoire, et il venait de capturer quelque chose qui valait plus que de l'or. Ayanna et Naline n'étaient pas des femmes apaches ordinaires. Elles étaient les filles du chef Lance Brisé, chef de guerre des Apaches de la Montagne Blanche, l'un des hommes les plus respectés et redoutés du Sud-Ouest. Leur mère, une captive mexicaine grande et impressionnante, leur avait transmis leur taille hors du commun et leur beauté farouche avant de mourir de fièvre alors qu'elles étaient enfants. À 24 ans, Ayanna atteignait presque 1,90 m, plus grande que la plupart des hommes du territoire, blancs ou apaches. Sa sœur Naline, de 2 ans sa cadette, était à peine plus petite. Dans leur peuple, leur taille était un signe de pouvoir spirituel, un don des esprits de la montagne. Leur père les avait élevés comme il aurait élevé des fils, leur apprenant à monter à cheval, à suivre une piste, à survivre sur une terre sans pitié. Elle voyageait pour rejoindre une bande de cousins près de la Salt River quand les Comancheros les avaient trouvés, 4 contre 2. Les sœurs s'étaient abattues. Naline avait cassé le nez de l'un, Ayanna avait laissé de profondes griffures sur le visage d'un autre, mais à la fin, les cordes et les crosses de fusil avaient eu le dessus. Elles gisaient maintenant attachées dans un lit de ruisseau asséché, leurs robes en peau de daim déchirées, leur peau cuivrée marquée de bleu, leurs yeux sombres brûlants d'une rage qui aurait glacé n'importe quel homme un tant soit peu lucide. Les Comancheros, eux, ne l'étaient pas. « Les filles du chef », disait leur chef, un homme sec nommé Cord Brennan, dont le sourire révélait 3 dents manquantes. Vous imaginez combien il paierait pour les filles du chef à Sonora. De quoi prendre sa retraite, les gars, de quoi ne plus jamais bosser. Le chef viendra les chercher, dit un autre homme nerveux. Il était jeune, à peine sorti de l'adolescence, et jetait sans cesse des regards inquiets vers les collines. Le chef ne saura pas où chercher, répondit Brennan. Quand il comprendra, ces 2-là seront déjà à mi-chemin de Mexico. Alors arrête de flipper et aide-moi à les mettre sur les chevaux. Ayanna croisa le regard de sa sœur. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle communiquait ainsi depuis l'enfance. « Attends !» disaient les yeux d'Ayanna. « Guette une ouverture. » Le regard de Nalin répondit par une pure défiance. « Je mourrai avant de me laisser emmener. Alors nous mourrons en nous battant, » répliqua Ayanna en silence. « Mais pas encore, pas maintenant. » Aucune des 2 ne vit le cavalier solitaire qui approchait de l'ouest, fusil à la main, un homme sur le point de tout changer.
Thomas franchit la crête et les vit en contrebas, 4 hommes, 2 chevaux chargés de vivres et 2 femmes ligotées au sol. Son cœur s'arrêta. Il s'était attendu à... Il ne savait même pas à quoi. Peut-être à des colons attaqués, une embuscade de chariots. Quelque chose qu'il pourrait observer de loin avant de s'en aller, hors de portée. Ce n'était pas ça. Même à une centaine de mètres, il voyait que les femmes étaient indiennes, probablement apaches, à en juger par leurs vêtements. Et les hommes penchés sur elles avaient l'allure des Comancheros, rudes, marqués, cruels. Les mains de Thomas se crispèrent sur son fusil. Il était seul, un seul homme contre 4. Il avait peut-être 20 balles et il n'avait jamais été qu'un tireur moyen, même dans les meilleures conditions. « Pars !» hurlait la voix de la raison. « Ce n'est pas ton combat. Tu ne dois rien à ces femmes. Tu vas juste te faire tuer. » Mais l'un des Comancheros donna alors un coup de pied dans les côtes de la femme la plus grande, et Thomas entendit son gémissement de douleur porté jusqu'à lui par l'air du matin. « Bon sang !» murmura-t-il. Il fit reculer Patience derrière la crête, mit pied à terre et commença à descendre à pied, utilisant les buissons et les rochers pour se dissimuler. Son cœur battait contre ses côtes. La sueur lui coulait dans les yeux malgré la fraîcheur du matin. « Quel est ton plan ?» se demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu comptes faire une fois là-bas » Il n'avait pas de réponse. Il continuait simplement d'avancer. 50 mètres, 40, 30. Il pouvait désormais les entendre, les voix des hommes portées clairement jusqu'à lui. « Serre les liens, la grande a failli se libérer cette nuit. » « Essaie de l'attacher toi-même. Elle a mordu le doigt de Jake jusqu'à l'os. » « C'est parce que Jake est un idiot. Faut leur montrer qui commande, comme on dresse un cheval. » Thomas sentit sa mâchoire se contracter si fort que ses dents lui faisaient mal. Il se posta derrière un gros rocher, leva son fusil et visa l'homme qui semblait diriger, celui aux dents manquantes qui parlait le plus. 20 mètres, assez près pour toucher, peut-être. C'est maintenant ou jamais, pensa-t-il. Puis avec un calme qu'il ne ressentait pas, « Tu vas mourir, Thomas Whitfield. Espérons que ça en vaille la peine. » Il se leva, fusil en joue. « Ça suffit comme ça. » 4 têtes se tournèrent vers lui. 4 mains se dirigèrent vers leurs armes. « Pas bouger !» La voix de Thomas sortit plus assurée qu'il ne l'aurait cru. « Le premier qui touche à son arme, je lui mets une balle dans le crâne. » Il ne savait même pas si le chef s'appelait Brennan. C'était un pari, basé sur une affiche de recherche vue à Prescott 6 mois plus tôt. Mais le bref éclat dans les yeux de l'homme lui confirma qu'il avait vu juste. « Eh bien, dit Brennan lentement, levant les mains loin de son pistolet. « Qu'avons-nous là? Un héros? Je suis un homme avec un fusil pointé sur ta tête. C'est tout ce que tu dois savoir. » « Monsieur, vous faites une erreur. » L'un des autres Comancheros, un grand homme avec une cicatrice du front au menton, fit un pas en avant. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je sais exactement qui vous êtes. Maintenant, détachez ces femmes et partez. » Brennan éclata de rire. Un rire laid. « Vous pensez pouvoir nous affronter à 4 ? Je pense pouvoir t'abattre avant que l'un d'eux ait dégainé. Et je pense que tes amis seront bien moins courageux avec tes cervelles dans la poussière. » L'homme à la cicatrice et Brennan échangèrent un regard. Thomas les voyait calculer, estimer les distances, les chances, les angles. Son doigt se resserra sur la détente. « Détache-les, » dit Brennan finalement. « Jake, vas-y. » Le plus jeune des Comancheros, un gamin nerveux avec un bandage ensanglanté à la main, s'avança vers les femmes ligotées. Thomas le suivit du coin de l'œil tout en gardant le fusil braqué sur Brennan. Jake s'agenouilla à côté de la femme la plus grande et commença à scier les cordes avec un couteau. Elle le regardait avec des yeux de feu noir, sans bouger, à peine respirant. Dès que ses mains furent libres, elle frappa. Tout se passa si vite que Thomas faillit en rater la scène. Un instant, Jake coupait la dernière corde. L'instant d'après, il était sur le dos, hurlant, le couteau planté dans l'épaule. La femme se releva avec une grâce surnaturelle, attrapa le pistolet tombé de Jake et tira 2 fois. Une balle dans la poitrine de l'homme à la cicatrice, une autre dans la jambe du 3e Comanchero. Brennan tenta de dégainer. Thomas tira.
Le rugissement du fusil résonna contre les parois du canyon, se mêlant aux tirs de pistolet et aux hurlements des hommes. Brennan tourna sur le côté, se tenant le ventre, puis tomba. Il n'était pas mort. Thomas le voyait bouger, essayant de ramper vers son cheval, mais il était hors de combat. La grande femme libérait déjà sa sœur, le pistolet encore fumant dans la main libre. La plus jeune se leva en jurant en apache, saisit un fusil sur un homme à terre et l'abattit comme une massue sur l'homme à la cicatrice alors qu'il tentait de se relever. Il ne se releva pas. En moins de 30 secondes, tout était terminé. Thomas resta figé, le fusil encore levé vers rien, les oreilles bourdonnantes, le cœur prêt à exploser dans sa poitrine. Ce matin, qui avait commencé si banalement, s'était transformé en champ de bataille. La grande femme se tourna vers lui. Elle était magnifique, n'était pas le mot juste, terrifiante peut-être, belle certainement. Mais il y avait autre chose dans sa posture, quelque chose de royal et farouche qui rappelait à Thomas les reines guerrières des anciens récits. Elle pointa le pistolet vers sa poitrine. « Qui es-tu » ? « Je suis... » La bouche de Thomas était sèche. « Je suis l'homme qui vient de te sauver la vie. »« Tu as tué un homme » répondit la femme. Son anglais était accentué mais clair. « J'en ai tué 2. Ma sœur en a tué 1. Nous nous sommes sauvés nous-mêmes. » Thomas devait admettre qu'elle n'avait pas tort. « Je m'appelle Thomas Whitfield. J'ai un ranch à environ 3 kilomètres à l'ouest. J'ai entendu des cris. » Il baissa lentement son fusil, essayant de ne pas paraître menaçant. « Je ne savais pas qui vous étiez. Je savais seulement que quelqu'un avait besoin d'aide. » Les yeux de la femme se plissèrent. Elle le scruta comme un faucon observe une souris, hésitant entre frapper ou attendre. « Tu es très stupide, » dit-elle enfin. « Venir ici seul contre 4 hommes. »« Probablement, » admit Thomas. « Mais je ne pouvais pas ne rien faire. » Quelque chose changea dans l'expression de la femme. Ce n'était pas de la douceur, mais la tension prédatrice sembla se relâcher légèrement. Elle abaissa le pistolet. « Je suis Ayanna, » dit-elle. « Voici ma sœur Naline. Notre père est lance brisée. » Thomas sentit le sang quitter son visage. Tout le monde dans le territoire connaissait Lance brisée. C'était une légende, un cauchemar pour certains, un héros pour d'autres. Il avait tenu l'armée en échec au canyon de la Salt River. Il avait mené des raids de Tucson à Santa Fe. On disait qu'il avait tué 30 hommes de ses propres mains. Et Thomas venait de sauver ses filles. « Je vois que tu connais son nom, » dit Ayanna, et pour la première fois, une pointe d'humour sombre perça dans sa voix. « Tout le monde connaît son nom. Alors tu sais que nous devons retourner auprès des nôtres, rapidement. » Naline parla rapidement en apache, désignant les collines à l'est. Ayanna répondit dans la même langue, puis se tourna de nouveau vers Thomas. « Ma sœur dit que tu dois venir avec nous. Elle dit que notre père voudra te remercier. » La façon dont elle prononça « remercier » ne sonnait pas vraiment comme de la gratitude. « J'apprécie l'invitation, » répondit Thomas prudemment, « mais je devrais retourner à mon ranch. Mes bêtes ont besoin de... » Ce n'était pas une invitation. Naline s'était déplacée derrière lui pendant que sa sœur parlait. Thomas sentit quelque chose de dur se presser contre sa colonne vertébrale. Le canon d'un fusil. « Tu nous as vus, » poursuivit Ayanna. « Tu sais qui nous sommes. Tu sais où nous allions. Sur notre terre, cette connaissance est dangereuse. Je ne dirai rien à personne. » « Je le sais. » Ayanna sourit. Ce n'était pas un sourire rassurant. « Parce que tu viens avec nous. » Thomas regarda les corps des Comancheros, le sang s'imprégnant dans la terre sèche, les 2 femmes imposantes qui tenaient sa vie entre leurs mains. « J'aurais dû rester sur le porche, » pensa-t-il. Mais une part de lui, celle qui avait défendu les enfants, celle qui avait galopé vers les cris, savait que ce n'était pas vrai. Il avait fait son choix. Il allait vivre avec, ou mourir avec. Ils chevauchèrent vers l'est toute l'après-midi, grimpant dans les montagnes pendant que le soleil descendait vers l'horizon. Thomas avançait entre les 2 sœurs, Ayanna devant, Nalin derrière, conscient à chaque instant de la facilité avec laquelle elle pouvait le tuer s'il tentait de fuir. Pas que fuir aurait servi à quoi que ce soit.
Ils étaient désormais en territoire apache. Même s'il échappait aux deux sœurs, il n'arriverait jamais vivant jusqu'à son ranch. Alors il chevauchait en silence, observant le paysage changer, des broussailles du désert à la forêt de pins, des roches rouges aux pics granitiques. L'air se faisait plus frais. L'odeur de poussière laissait place à celle vive des conifères. Aïana avait pris l'un des chevaux des Comancheros, un bai robuste qui semblait reconnaissant d'avoir changé de maître. Naline montait l'autre, laissant leurs chevaux d'origine, où qu'ils aient été cachés, à récupérer plus tard. Thomas restait sur Patience, qui semblait remarquablement calme pour une jument conduite au cœur du territoire apache. « Maligne », pensa Thomas, « elle sait qu'il n'y a rien d'autre à faire que suivre. » Quand les ombres s'allongèrent, Aïana s'arrêta près d'un ruisseau alimenté par une source. « Ils allaient se reposer ici, dit-elle, et atteindre le camp de son père d'ici demain midi. » Thomas descendit de cheval avec raideur, chaque muscle endolori par la chevauchée. Il n'avait pas autant monté depuis sa première année en Arizona, quand il croyait encore qu'en se tuant à la tâche, la terre finirait par coopérer. « Tu es fatigué, » observa Aïana. Elle avait allumé un petit feu avec une efficacité née de l'habitude. « Je n'ai pas l'habitude d'être enlevé. »« Tu n'es pas enlevé. » Elle lui tendit une bande de viande séchée. « Tu es invité. » Sous la menace d'une arme. Cela fait plusieurs heures que personne n'a pointé d'arme sur toi. Ses yeux brillèrent d'un éclat qui pouvait ressembler à de l'amusement. Tu es libre de partir quand tu veux. Thomas regarda autour de lui, la forêt qui s'assombrissait, les montagnes inconnues, la nature sauvage s'étendant sur des centaines de kilomètres. Je vais rester. Sage décision. Nalin dit quelque chose en apache et Aïana éclata de rire. Un vrai rire, chaleureux et inattendu. Elle répondit dans la même langue, et Nalin rit à son tour. « Qu'est-ce qui est drôle ?» demanda Thomas. « Ma sœur dit que tu as un bon instinct de survie pour un homme blanc. » C'est flatteur. Ça l'est. L'expression d'Aïana devint plus grave. La plupart des hommes blancs auraient fui, ou combattu, ou supplié. Tu n'as fait aucune de ces choses. Est-ce que l'une d'elles aurait servi? Non. Alors pourquoi gaspiller mon énergie? Aïana le scruta à travers le feu. Les flammes projetaient des ombres dansantes sur son visage, accentuant les angles de ses pommettes, la ligne ferme de sa mâchoire. « Pourquoi nous as-tu aidés ?» demanda-t-elle enfin. « Nous sommes apaches. Ton peuple nous déteste, nous craint. Tu n'avais rien à y gagner. » Thomas mâcha lentement la viande séchée, réfléchissant à sa réponse. « J'étais avocat, dit-il finalement. Dans l'Est, un jour j'ai pris un dossier, des enfants blessés par un homme puissant. Tout le monde m'a dit de refuser, que je ruinerais ma vie pour rien. Tu as gagné? J'ai gagné l'affaire, perdu tout le reste, mais je le referai. Pourquoi? Parce que certaines choses comptent plus que la victoire, plus que la survie même. Quand j'ai entendu vos cris, je n'ai pas vu des femmes apaches. J'ai vu 2 personnes qui avaient besoin d'aide. » Aïana resta silencieuse un long moment, le feu crépitait entre eux. « Tu es très étrange, dit-elle enfin, c'est ce qu'on m'a souvent dit. » Naline parla de nouveau, plus longuement cette fois. Aïana écouta, puis acquiesça lentement. « Ma sœur dit que peut-être notre père ne te tuera pas. » C'est rassurant. Peut-être. Ils terminèrent le repas en silence. Thomas s'allongea sur le sol dur, utilisant sa selle comme oreiller, les yeux levés vers les étoiles dispersées dans le ciel d'Arizona comme des diamants sur du velours noir. Quelque part là-bas, son ranch tombait sûrement en ruine sans lui. Son bétail s'était probablement dispersé. Les coyotes devenaient sans doute plus audacieux. Mais pour la première fois depuis des années, Thomas ne se sentait plus seul. Il ne savait pas si c'était une bonne chose ou une très très mauvaise. Ils atteignirent le camp apache peu après midi le lendemain. Thomas s'attendait à quelque chose de modeste, quelques abris en branchage, quelques chevaux, une poignée de guerriers. Ce qu'il vit à la place lui coupa le souffle.
Le camp s'étendait dans une haute vallée montagneuse, protégée sur 3 côtés par des falaises abruptes et accessible uniquement par un canyon étroit que 10 hommes pouvaient défendre contre une armée entière. Des centaines de wickiups parsemaient le fond de la vallée. Des chevaux broutaient par dizaines, faisant paraître les 3 bêtes de Thomas ridicules. Des femmes circulaient entre les feux de cuisson, tandis que des enfants couraient en riant à travers les hautes herbes. Ce n'était pas un camp, c'était une ville. Le peuple de mon père, dit Ayanna avec une fierté indéniable, les Apaches de la Montagne Blanche, 300 familles, 1000 guerriers. Thomas se sentit tout petit. D'une manière ou d'une autre, leur arrivée avait été annoncée à l'avance, par signaux, supposa Thomas, envoyés par des guetteurs qu'il n'avait jamais vus. Lorsqu'ils entrèrent dans la vallée, des gens se rassemblaient le long de leur passage. Des regards les suivaient, des murmures montaient, des doigts pointaient l'homme blanc sur la jument grise. Thomas gardait les yeux devant lui et les mains bien visibles. Il ne s'était jamais senti autant observé. Ils s'arrêtèrent devant le plus grand des wickiups du camp, une structure ornée de symboles peints que Thomas ne reconnaissait pas. 2 guerriers en gardaient l'entrée, visage impassible, mains posées sur leurs couteaux. « Attends ici !» dit Ayanna. Elle et Nalin mirent pied à terre et disparurent à l'intérieur. Thomas resta sur patience, entouré par une foule de plus en plus nombreuse. Un petit garçon s'approcha assez pour toucher le flanc de la jument, puis s'enfuit en riant quand Thomas tourna la tête. Une vieille femme aux yeux troubles fixa Thomas en marmonnant quelque chose qui fit rire ceux qui l'entouraient. Les minutes passaient, le soleil tapait fort, la sueur coulait dans le dos de Thomas. « C'est comme ça que je vais mourir, pensa-t-il, assis sur un cheval, à attendre qu'un chef décide s'il va me tuer. » L'entrée du wickiup s'ouvrit. Ayanna en sortit, suivie de Nalin. « Mon père va te recevoir, dit-elle. Mets pied à terre. Laisse tes armes avec ton cheval. » Thomas descendit, détacha sa ceinture de revolver et la déposa sur la selle de patience. Il inspira profondément. « Un conseil ?» Ayanna réfléchit un instant. « Ne mens pas. Mon père sait toujours quand un homme ment. Et ne montre pas ta peur. Et si j'ai peur, cache-la. » Elle esquissa presque un sourire. « Tu es doué pour cacher les choses, je pense. » Thomas s'avança vers l'entrée du wickiup, Ayanna et Nalin à ses côtés. Les gardes ne bougèrent pas à son passage, mais ils sentaient leur regard peser dans son dos. L'intérieur était frais et sombre, éclairé par un petit feu au centre. La fumée montait par une ouverture dans le toit, portant avec elle l'odeur de sauge brûlée. Des peaux d'animaux recouvraient le sol. Des armes pendaient à la structure, arcs, lances, fusils, couteaux de toute taille. Et tout au fond, assis sur un tas de fourrures, se trouvait Lance Brisé. Le chef était plus âgé que ce à quoi Thomas s'attendait. 60 ans peut-être. Ses cheveux, entièrement gris, étaient tirés vers l'arrière, soulignant les angles durs de son visage. Ses yeux, noirs comme l'obsidienne, portaient le poids de l'expérience, faisant paraître les 34 ans de Thomas insignifiants. Mais ce qui frappa le plus Thomas, c'était l'immobilité. Lance Brisé restait parfaitement immobile, à peine respirant, observant Thomas comme une montagne observe un grimpeur, patient, éternel, totalement indifférent aux affaires humaines. « Assieds-toi », dit le chef. Thomas s'assit. Pendant un long moment, personne ne parla. Le feu crépitait. Dehors, Thomas entendait les bruits du camp. Des enfants qui jouaient, des chiens qui aboyaient, le bruit régulier des femmes qui broyaient le maïs. « Mes filles me disent que tu les as sauvées », dit enfin Lance Brisé. Son anglais était meilleur que celui d'Ayanna, presque raffiné, comme s'il avait fréquenté des hommes instruits. « Elles me disent que tu as affronté seul 4 Comancheros, que tu aurais pu mourir. » « C'est vrai », acquiesça Thomas. « Pourquoi ?» La même question qu'Ayanna lui avait posée. Thomas donna la même réponse. « Parce qu'elles avaient besoin d'aide, parce que je ne pouvais pas simplement passer mon chemin. » L'expression de Lance Brisé ne changea pas. Beaucoup d'hommes blancs diraient que nous sommes leurs ennemis, que les femmes apaches méritent ce qui leur arrive.
Beaucoup d'hommes blancs ont tort. Tu le crois vraiment? Je crois que les êtres humains sont les mêmes, quel que soit leur sang. Que la cruauté reste la cruauté, qu'elle soit infligée à un blanc, un apache ou n'importe qui d'autre. Je crois que les Comancheros qui ont enlevé vos filles étaient des hommes mauvais, et qu'empêcher des hommes mauvais d'agir n'est jamais une erreur. Lance Brisée resta silencieux un long moment. Thomas sentait la sueur naître dans ses paumes malgré l'air frais. « J'ai vécu 63 hivers, » dit enfin le chef. « J'ai connu beaucoup d'hommes blancs, des commerçants, des soldats, des prêtres, des politiciens. Tous voulaient quelque chose de mon peuple. Tous parlaient de paix en préparant la guerre. Tous mentaient. » Il se pencha légèrement en avant. « Je ne pense pas que tu mens. » Thomas relâcha un souffle qu'il ne savait pas avoir retenu. « Mais je n'en suis pas certain, » poursuivit Lance Brisée. « Alors tu resteras avec nous, tu vivras parmi nous. Mes filles t'observeront, et quand je saurai quel genre d'homme tu es, je déciderai quoi faire de toi. Et si vous décidez que je mens ?» Lance Brisée sourit. C'était la première expression que Thomas voyait passer sur son visage, et elle n'avait rien de rassurant. « Alors tu ne quitteras jamais cette vallée. » Thomas passa 13 jours parmi les Apaches. Ce fut, sans aucun doute, la quinzaine la plus étrange de sa vie. Au début, il n'était guère plus qu'un prisonnier, surveillé en permanence, autorisé à se déplacer librement dans le camp, mais jamais au-delà, et seulement adressé si nécessaire. Les gens le regardaient avec suspicion, au mieux, avec hostilité, au pire. Des enfants lui jetaient des pierres, des guerriers faisaient des gestes de menace en croisant son chemin. Un vieil homme crachait à ses pieds chaque matin sans exception. Mais peu à peu, les choses commencèrent à changer. Cela commença par des gestes simples. Aider une femme à porter de l'eau quand sa jarre faillit tomber. Réparer un travois cassé qu'un jeune guerrier ne parvenait pas à remettre en état. Montrer à un groupe de garçons curieux comment tailler du bois, un savoir transmis autrefois par son grand-père. Le camp commença à le voir autrement. Pas comme un ennemi, exactement, mais comme quelque chose de plus complexe. Une anomalie, un homme blanc qui utilisait ses mains et ne réclamait rien. Une créature étrange qu'on pouvait observer, plutôt que tuer. Ayanna observait tout cela avec une expression que Thomas ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu te fais des amis », remarqua-t-elle un soir, alors que Thomas aidait à réparer un trou dans le wake-up d'un vieux couple. « J'essaie surtout de ne pas me faire tuer. » Ça fonctionne. Elle lui tendit un autre morceau de cuir pour le colmatage. « Mon père remarque ce genre de choses. C'est bon ou mauvais signe? Je ne le sais pas encore. » Thomas avait beaucoup appris pendant son séjour dans le camp. Il avait découvert que les Apaches n'étaient pas les sauvages sans âme que décrivaient les journaux blancs. Leur société était complexe, régie par des lois et des coutumes aussi sophistiquées que celles qu'il avait étudiées à la faculté de droit. Ils avaient des poètes et des historiens, des guérisseurs et des artisans. Ils aimaient passionnément leurs enfants et honoraient profondément leurs anciens. Il avait aussi compris qu'ils avaient toutes les raisons de haïr les hommes blancs. Les récits qu'ils partageaient, de traités trahis, de villages incendiés, de femmes et d'enfants massacrés, le rendaient malade. Son peuple avait fait des choses terribles, il en faisait encore. Et pourtant, il ne l'avait pas tué, ne l'avait pas torturé. Il s'était contenté de l'observer et d'attendre. La 13e nuit, tout changea. Thomas fut réveillé par des cris, pas les appels habituels du camp, mais des voix urgentes, paniquées. Il sortit du petit wake-up qui lui avait été attribué et trouva le camp en chaos. Les guerriers couraient vers l'entrée du canyon. Des femmes rassemblèrent les enfants. On éteignait les feux. Ayanna apparut à ses côtés, le visage fermé. « Des soldats !» dit-elle. « Une grande force. Ils arrivent par le canyon. » Le sang de Thomas se glaça. « Comment vous ont-ils trouvé ?»« Les Comancheros. L'un d'eux a dû survivre, a dû parler. Sa voix était amère. Nous aurions dû nous assurer qu'ils soient tous morts. » Thomas se souvint de Brennan, rampant vers son cheval, le ventre percé d'une balle. « Bon sang !»« Combien de soldats ?» Nos éclaireurs disent 200, peut-être plus, avec des canons.
200 soldats avec de l'artillerie face à un camp rempli de familles. Ce serait un massacre. Mon père se prépare à se battre, poursuivit Ayanna. Nous tiendrons le canyon aussi longtemps que possible, pour laisser le temps aux femmes et aux enfants de fuir par l'école. C'est du suicide. C'est notre manière. L'esprit de Thomas tournait à toute vitesse. 200 soldats, de l'artillerie, un canyon étroit, une situation tactique sans issue, à moins que... Attends, dit-il, j'ai une idée. Absolument pas. La voix de Lance Brisé résonna dans le wiki-up du conseil de guerre. Une douzaine de ses guerriers les plus anciens l'entouraient, les visages fermes, prêts au combat. Ayanna et Naline encadraient leur père, armés et prêtes à se battre. « Tu veux que je t'envoie négocier avec les soldats ?» Les yeux du chef lançaient des éclairs. « Tu vas leur dire exactement où nous sommes. Tu vas les aider à nous détruire. » Si c'était ce que je voulais, j'aurais pu m'échapper n'importe quelle nuit ces 2 dernières semaines, répliqua Thomas. Tes guetteurs sont bons, mais je connais ces montagnes maintenant. J'aurais trouvé un chemin. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que je ne veux pas que vous soyez détruits. Thomas soutint le regard du chef sans ciller. Je pensais chaque mot que j'ai dit à propos de vos filles, à propos des êtres humains. J'ai vécu parmi vous pendant 13 jours, et ce que j'ai vu, votre peuple mérite mieux que ce qui s'avance dans ce canyon. Un des guerriers cracha un mot en apache. Thomas n'eut pas besoin de traduction. J'étais avocat, continua-t-il. Avant de venir dans l'Ouest, je négociais pour vivre. Je sais comment l'armée pense. Je sais ce qu'elle veut. Et je sais qu'en ce moment, elle croit marcher vers un nid de guêpes. Elle a peur, et les hommes qui ont peur négocient. Quel genre d'accord? Un passage sûr par l'école, pour tout le monde. En échange, vous abandonnez le camp sans combattre. Aucun mort apache, aucun mort chez les soldats. Tout le monde vit. Lance Brisé rit, un rire dur, amer. Tu crois que l'armée va nous laisser partir comme ça? Je crois que l'officier en charge veut une victoire à rapporter à Washington. Si vous disparaissez dans les montagnes, il pourra dire qu'il a nettoyé la région. Il aura sa promotion. Vous gardez votre peuple. Et s'il refuse, s'il veut du sang, alors je vous aurai fait gagner du temps pour éloigner les non-combattants, du temps pour préparer une défense. Thomas fit un pas de plus vers le chef. Qu'as-tu à perdre? Si je vous trahis, vous ne serez pas pire qu'en ce moment. Mais si je réussis... Si tu réussis, pourquoi reviendrais-tu? L'interrompit Ayanna. Tu pourrais partir avec les soldats, retourner à ton ranch, oublier jusqu'à notre existence. Thomas se tourna vers elle. À la lumière vacillante du feu, elle paraissait plus belle et plus dangereuse que jamais. « Parce que je t'ai donné ma parole, » dit-il doucement. Quand je suis allé vous aider dans ce canyon, j'ai fait un choix. Ce choix ne s'est pas terminé en arrivant dans cette vallée. Ce qui arrive maintenant à ton peuple, c'est ma responsabilité. Je ne vous abandonnerai pas. Le silence s'étira. Thomas sentait chaque regard dans le wiki-up peser sur lui. Enfin, Lance Brisé prit la parole. 13 jours, dit-il lentement. Je t'ai observé pendant 13 jours. Je t'ai vu aider les nôtres sans jamais réclamer de remerciements. Je t'ai vu travailler aux côtés de nos femmes et enseigner à nos enfants. Je t'ai vu manger notre nourriture, dormir sous nos étoiles et ne jamais te plaindre. Il se leva, encore imposant malgré les années, rayonnant toujours cette autorité qui faisait de lui une légende. Tu es soit le plus habile des menteurs que j'ai jamais rencontré, soit ce que ma fille croit que tu es, un homme bon, piégé dans le monde des Blancs. Que croit Ayanna? Le chef jeta un regard à sa fille. Quelque chose passa entre eux, une question et une réponse que Thomas ne put déchiffrer. Elle croit que je devrais te laisser essayer, dit Lance Brisé. Contre mon meilleur jugement, j'incline à être d'accord. Il fit un signe à l'un des guerriers qui apporta la ceinture d'armes de Thomas, celle qu'il avait remise le premier jour. « Va, parle aux soldats, reviens avant l'aube, ou ne reviens pas du tout. » Thomas boucla la ceinture à sa taille. Ses mains étaient stables, bien que son cœur battît à tout rompre. « Je reviendrai, dit-il. Tu as intérêt. »
La voix d'Ayana était farouche, mais dans ses yeux, il y avait presque de l'inquiétude. « Si tu meurs là-bas, je serai très en colère. » Malgré tout, Thomas sourit. « Je ne voudrais surtout pas ça. » Et il s'avança dans l'obscurité vers le bruit sourd des tambours qui approchaient. Le camp de l'armée se trouvait exactement là où Thomas l'imaginait. À 1 kilomètre de l'entrée du canyon, étalé dans une vaste prairie, éclairée par des dizaines de feux. Des sentinelles le défièrent 2 fois avant qu'il puisse demander à voir l'officier commandant. On le mena jusqu'à une grande tente au centre du camp. À l'intérieur, un homme en uniforme de colonel était assis derrière un bureau pliant, étudiant des cartes à la lumière d'une lampe. Il avait une 50aine d'années, une barbe grise taillée avec soin et les yeux fatigués de ceux qui ont vu trop de campagne. « Colonel Harrison » demanda Thomas, « qui diable êtes-vous »« Thomas Whitfield, j'ai un ranch à Prescott Valley, où j'en avais un, avant que tout ça ne commence. » Il s'assit sans y être invité. « J'ai passé les 2 dernières semaines chez le peuple de l'Anse Brisée. Je suis ici pour vous faire une offre. » Pendant l'heure qui suivit, Thomas parla. Il exposa la situation avec une franchise brutale. La force de la position Apache, les pertes que subirait l'armée en prenant le canyon, les répercussions politiques si un massacre sanglant atteignait Washington. Il parle des femmes et des enfants dans le camp, des familles qui mourraient si Harrison attaquait, des veuves et des orphelins qui en résulteraient. Puis il présenta son offre. Le retrait en échange d'un passage sûr, une solution pacifique que tous pourraient accepter. Harrison écouta sans l'interrompre. Lorsque Thomas eut terminé, le colonel resta silencieux un long moment. « Vous me demandez de laisser s'échapper plusieurs centaines d'Indiens hostiles, » dit-il enfin. « Je vous demande de choisir une victoire plutôt qu'un bain de sang. Dans ce pays, c'est la même chose. Vraiment ?» Thomas se pencha en avant. « Colonel, vous combattez les Apaches depuis combien de temps? 10 ans? 15? Chaque fois que vous les battez, ils disparaissent dans les montagnes et reviennent plus forts. Mais si vous les laissez partir en paix, si vous leur montrez que la négociation est possible, alors peut-être qu'un jour, ils parleront au lieu de se battre. Ça fait beaucoup de peut-être. C'est toujours plus que ce que vous obtiendrez en attaquant ce canyon. Ces cols sont des pièges mortels. L'Anse Brisée se bat dans ces montagnes depuis 40 ans. Il connaît chaque pierre, chaque ombre, chaque endroit où une poignée d'hommes peut retenir une armée entière. Vous finirez par gagner, vous avez les effectifs. Mais le prix à payer... » Thomas laissa ces mots planer dans l'air. Harrison fixa la carte sur son bureau. Thomas voyait le canyon marqué à l'encre rouge, les annotations précises laissées par les éclaireurs de l'armée. « Si j'accepte, » dit lentement le colonel, « comment savoir qu'ils tiendront parole ?»« Parce que l'Anse Brisée tient toujours parole. Demandez à quiconque l'a déjà affronté. Il a tué beaucoup de soldats, mais il n'a jamais rompu une trêve. Et si je refuse ? Alors je retourne là-bas et je leur dis que vous avez refusé, et nous nous battrons. Vous prendrez le camp, un jour ou l'autre, mais beaucoup de vos hommes mourront. Et beaucoup de femmes et d'enfants mourront, et rien ne changera. Les Apaches vous haïront encore plus, et la guerre continuera, et dans 20 ans, quelqu'un d'autre sera assis dans cette tente à essayer de vaincre un ennemi qu'on ne peut pas vaincre. » Harrison resta silencieux très longtemps. « Vous êtes soit très courageux, soit très stupide, monsieur Whitfield. »« Probablement les deux. Ces 2 dernières semaines ont été longues. » Le colonel esquissa presque un sourire. « Retournez voir vos Apaches, dit-il. Dites-leur qu'ils ont jusqu'à demain midi pour quitter la vallée. Après cela, nous entrerons. S'ils sont encore là, ils n'y seront plus. » Thomas se leva et tendit la main. Après un moment d'hésitation, Harrison la serra. « J'espère que vous savez ce que vous faites, » dit le colonel. « Moi aussi. » Les Apaches étaient partis au lever du jour. Thomas retourna dans la vallée alors que les premières lueurs grimpaient sur les montagnes, s'attendant à trouver le camp en ébullition. Des familles précipitées à faire leurs bagages,
Des guerriers débattant s'il fallait fuir ou se battre, mais il ne trouva que le vide. Les Wickyups se dressaient, silencieux et abandonnés. Les feux s'étaient éteints, réduits en cendres. Les chevaux, les vivres, les centaines de personnes qui remplissaient la vallée de vie, tous disparus, envolés dans les montagnes comme la brume du matin. Seules 3 silhouettes restaient, près du ruisseau où Thomas était entré pour la première fois dans le camp. Lance brisée, Ayanna, Naline. Thomas descendit de cheval et s'approcha d'eux. Ses jambes étaient faibles, l'épuisement de la nuit tombant enfin sur ses épaules. « Ils sont partis », dit-il, sans que ce soit nécessaire. « Nous avons commencé à partir dès que tu as quitté le camp », répondit Lance brisée. « Nos guetteurs t'ont vu entrer dans celui des soldats. Quand tu n'as pas été tué immédiatement, nous avons su que tu avais réussi. Vous étiez déjà en train d'évacuer, avant même de savoir si je survivrais. Je te l'ai dit, je t'ai observé pendant 13 jours. Je savais ce que tu ferais. » Le chef s'avança. Son visage était toujours impassible, mais quelque chose dans son attitude avait changé. La méfiance avait disparu. À sa place, quelque chose qui ressemblait à du respect. « Tu aurais pu nous trahir, » dit-il, « conduire les soldats à travers l'école, gagner des récompenses, de la gloire. Mais à la place, tu as risqué ta vie pour un peuple qui n'est pas le tien. Je vous ai dit pourquoi. Oui, parce que les gens sont des gens, parce que la cruauté est la cruauté. » Le chef secoua lentement la tête. « En 63 hivers, j'ai rencontré peut-être 3 hommes blancs qui croyaient réellement cela. 2 sont morts, tués par les leurs pour avoir été trop proches des Apaches. Voilà qui rassure, c'est la vérité. » Lance brisée glissa une main sous sa tunique et en sortit quelque chose, une lanière de cuir portant un pendentif en pierre sculptée. La pierre était de l'obsidienne, taillée en forme de cheval au galop. « C'était à mon père, dit le chef, et au père de mon père avant lui. Elle est dans ma famille depuis 7 générations. Elle porte la protection des esprits de la montagne. » Il plaça le pendentif dans les mains de Thomas. « À partir de ce jour, tu n'es plus un étranger pour les Apaches de la montagne blanche. Tu es un ami. Quiconque parmi mon peuple verra ce pendentif saura que tu es sous ma protection. Tu pourras traverser nos terres librement. Tu pourras nous appeler à l'aide, et si jamais tu as besoin d'un refuge, contre les soldats, contre les hors-la-loi, contre les tiens, tu n'auras qu'à venir à nous. » Thomas regarda le pendentif, la sculpture minutieuse, le poids d'histoire qu'il portait. « Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, les actes parlent plus fort que les mots. C'est ce que disent les tiens, non? Tes actes ont parlé. À mon tour maintenant. » Lance brisée lui saisit l'avant-bras dans la poignée des guerriers. « Rentre chez toi, Thomas Whitfield. Reconstruis ton ranch, vis ta vie. Mais souviens-toi, tu as maintenant des frères dans ces montagnes. Des frères qui n'oublieront pas ce que tu as fait pour nous. » Thomas ne parvint pas à parler. Il se contenta d'acquiescer. Le chef relâcha son bras, se tourna et marcha vers un cheval que Nalin tenait prêt. Il monta avec la grâce d'un homme bien plus jeune et jeta un dernier regard en arrière. « Ma fille souhaite te parler, dit-il. Je le permets. » Puis il disparut, chevauchant vers les cols étroits qui menaient plus loin dans les montagnes. Ayanna attendit que son père ait disparu de vue avant de parler. « Tu m'as surprise, dit-elle doucement. « En quoi ?» demanda-t-il. « Je pensais que tu fuirais, ou que tu échouerais, ou que tu mourrais. » Elle s'approcha de lui. « Au lieu de ça, tu as fait quelque chose qu'aucun homme blanc n'a jamais fait sous mes yeux. Tu as tenu ta parole même quand cela t'a tout coûté. Ça ne m'a pas tout coûté. Mon ranch est encore là. Mon cheval est toujours vivant. Je m'en sors plutôt bien, tout bien considéré. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux dire. » Ses yeux sombres fouillèrent son visage. « Tu aurais pu retourner chez les tiens ce soir. Au lieu de ça, tu nous as choisis. Tu as accepté d'être vu aux côtés des Apaches, de négocier pour nous, de devenir un étranger parmi les tiens. » Thomas y réfléchit. Elle avait raison, bien sûr. La rumeur se répandrait. Le rancher qui avait négocié pour les hostiles. L'ami des Indiens qui avait laissé Lance brisée s'échapper. Son nom serait sali, de l'Arizona jusqu'en Californie.
J'ai fait mon choix, dit-il simplement. Je ne le regrette pas. Non, acquiesça Ayanna, je ne pense pas non plus. Elle tendit la main et toucha le pendentif autour de son cou. Mon père t'a accordé un grand honneur, dit-elle. Il n'a jamais donné ce pendentif à quelqu'un en dehors de notre famille. J'y tiendrai comme à la prunelle de mes yeux. Tu ferais bien. Ses doigts restèrent un instant sur le cheval en obsidienne, puis retombèrent doucement. Thomas Whitfield. Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour. Le monde est vaste, et nos chemins vont dans des directions différentes. Mais je veux que tu saches une chose. Elle planta son regard dans le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. Chez mon peuple, lorsqu'une personne sauve la vie d'une autre, un lien se crée. Un lien qui dépasse les tribus, le sang, toutes les barrières qui nous séparent. Quel genre de lien? Cela dépend des personnes impliquées. Une légère rougeur colora ses joues cuivrées. Pour certains, c'est une fraternité. Pour d'autres, quelque chose de différent. Le cœur de Thomas battait à tout rompre, mais cette fois, ce n'était pas la peur. Et pour nous? Ayanna resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla, ce fut dans un souffle à peine audible. Peut-être que nous le découvrirons, un jour. Elle se tourna et marcha vers son cheval. Nalin était déjà en selle, l'attendant avec impatience. « Adieu, Thomas Whitfield » lança Ayanna en montant, « que les esprits des montagnes guident ta route. »« Et la vôtre » répondit Thomas, « à toutes les deux. » Les sœurs donnèrent de légers coups de talon et s'élancèrent vers les cols où leur père avait disparu. Thomas les observa jusqu'à ce qu'elles soient avalées par les montagnes. Puis il remonta sur patience et repartit vers l'ouest, vers le soleil levant, vers le ranch qui tombait en ruine, vers un avenir devenu soudain incertain, mais aussi d'une étrange manière plein de promesses. 6 mois plus tard, le ranch de Thomas Whitfield luttait toujours. Les poteaux de la clôture penchaient encore, le toit de la grange fuyait toujours, le troupeau était réduit à 2 bêtes, et le puits se tarissait plus souvent qu'il ne coulait. Mais cela n'avait plus d'importance pour Thomas, car toutes les quelques semaines, un groupe de cavaliers apaches apparaissait à la lisière de sa propriété. Il ne s'approchait jamais assez pour être vu depuis la route, ne restait jamais assez longtemps pour attirer l'attention. Mais il laissait toujours quelque chose derrière eux, une carcasse de cerf suspendue à un arbre, un sac de maïs accroché à la clôture. Une fois, une magnifique couverture Navajo, échangée contre d'autres biens jusqu'au Nouveau-Mexique. Et toujours, glissée dans l'offrande, une seule plume d'aigle. Thomas gardait ses plumes dans un bocal sur la cheminée à côté du pendentif en obsidienne. Il ne portait jamais ce pendentif à l'extérieur. Cela soulèverait des questions auxquelles il ne pourrait répondre. Mais le soir, lorsqu'il était seul près du feu, il le tenait dans ses mains et se souvenait du camp dans les montagnes, du wake-up du conseil, de la haute silhouette d'une femme aux yeux de feu noir qui lui avait demandé pourquoi il avait aidé. Il avait entendu des rumeurs sur l'anse brisée et les siens. Il s'était établi quelque part dans la Sierra Madre, au-delà de la portée de l'armée américaine. On disait qu'il prospérait selon les murmures, qu'il reprenait des forces, qu'il préparait un avenir qui n'impliquait pas de se soumettre aux lois des hommes blancs. Parfois, Thomas se demandait si Ayanna pensait à lui, si elle se souvenait de leurs 2 semaines étranges partagées, si elle regardait parfois vers l'est, en direction du territoire de l'Arizona, et se demandait ce qu'était devenu ce pauvre rancher qui était venu à son secours. Il l'espérait, parce que lui pensait à elle chaque jour, sans exception. Le cheval en obsidienne pesait contre sa poitrine lorsqu'il sortit sur le porche, un matin d'octobre, presque exactement 1 an après ce jour où il avait entendu un cri au loin et fait ce choix qui avait tout changé. Le soleil se levait sur les montagnes Bradshaw, le désert brillait d'ambre et de rouille, un faucon planait lentement dans les courants thermiques portés par le vent vers l'est.
Thomas le suivit du regard et sourit. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, ne savait pas s'il reverrait un jour Ayana, ne savait pas si ce ranch survivrait encore 1 an ou s'il s'effondrerait dans la poussière comme tant d'autres. Mais il savait une chose avec certitude, il avait fait ce qui était juste, et cela suffisait. Dans ce monde dur et impitoyable qu'était l'Ouest sauvage, la gentillesse était souvent perçue comme une faiblesse. La compassion pouvait vous coûter la vie, et franchir la frontière entre Blancs et Indiens était une recette pour le désastre. Thomas Whitfield avait enfreint toutes ces règles. Il avait chevauché seul face à 4 hommes armés parce qu'il ne pouvait rester là à regarder des innocents souffrir. Il avait vécu parmi les Apaches en tant que prisonnier et en était reparti comme un frère. Il avait négocié la paix quand tout le monde s'attendait à la guerre, et ce faisant, il avait prouvé quelque chose que trop de gens, à cette époque et encore aujourd'hui, ont oublié. Que le lien humain dépasse les appartenances tribales. Que le courage ne consiste pas à vaincre, mais à défendre ce qui est juste, même si cela vous coûte tout. Et que parfois, dans un monde rempli de haine, le geste le plus puissant que l'on puisse poser est simplement de traiter l'autre comme un être humain. Le chef Lance Brisé avait appris cette leçon, Ayana et Naline aussi, et les 200 soldats qui repartirent de ce canyon sans tirer une seule balle, emportant avec eux une histoire qu'ils raconteraient toute leur vie. Une histoire sur un pauvre rancher qui sauva 2 géantes Apaches, et sur la décision bouleversante qui changea à jamais la perception de ce que signifie être vraiment courageux. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la gentillesse, au courage et au mur que nous dressons entre nous et les autres, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce que vous auriez fait à la place de Thomas. Auriez-vous chevauché vers ce cri? Seriez-vous resté avec les Apaches? Et si vous voulez d'autres récits comme celui-ci, des histoires de gens ordinaires accomplissant des choses extraordinaires, de choix qui ont changé le cours de l'histoire, de moments qui révèlent qui nous sommes vraiment, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Des centaines d'histoires vous attendent. D'ici là, souvenez-vous, dans un monde où la cruauté est facile, choisir la bonté est toujours l'acte le plus courageux que l'on puisse poser.